Bien, bonjour à tous pour ce nouveau podcast. J'ai un petit peu le sourire aux lèvres parce que voilà, c'est un exercice nouveau pour moi. Je me lance donc dans ce podcast. Bienvenue à toutes les personnes qui écoutent tout simplement. Aujourd'hui, donc déjà avant de commencer, je vais juste expliquer que voilà, l'exercice du podcast, c'est pas faire de coupure, c'est être le plus possible soi-même, pas ou peu de post-production, pardon. Et voilà, j'aimerais me prêter à cet exercice d'être le plus moi-même possible. Et voilà, je suis très très excité à l'idée de... Je sais pas si ça se dit en français, mais oui, je crois. En tout cas, je me réjouis à l'idée de continuer ce podcast. Et donc aujourd'hui, j'ai prévu donc un épisode, ça se dit non, un deuxième épisode, on va dire épisode de podcast sur le self-leadership. Je me base sur un article que j'ai écrit, un article réflexif qu'on appelle. Les articles réflexifs, je dois les écrire dans le cadre de mon bachelor en économie. Et en fait, le but, c'est de se baser sur le modèle de Kolb. Donc c'est un modèle d'apprentissage. Et ça fonctionne de la manière suivante. Donc d'abord, on a l'expérimentation. Donc on vit une situation. Ensuite, on va l'observer, l'analyser. Donc analyser cette situation. Ensuite, on va généraliser, donc conceptualiser, c'est-à-dire apporter des éléments théoriques pour créer une conceptualisation générale. Et puis ensuite, on va créer des hypothèses qui vont nous mener à une nouvelle expérimentation. Et c'est une sorte de boucle comme ça. Et en fait, les articles réflexifs, donc, ils consistent à écrire sur le modèle de cette courbe. Et donc, dans le cadre de mes études, j'ai écrit un article de self-leadership qui s'intitule « Self-leadership, hier, aujourd'hui, demain, ma stratégie pour les 10 prochaines années ». Donc l'article que j'ai écrit, c'est un gros morceau, il fait combien ? 26 pages. Je fais d'abord une sorte d'introduction, donc c'est-à-dire je décris un peu l'histoire de mon self-leadership, que ce soit pendant ma préadolescence, mon adolescence et la fin de mon adolescence jusqu'à la vie de jeune adulte. Et puis je fais un état des lieux en fait de mon self-leadership. À quel point est-ce que je suis capable d'analyser mon self-leadership et comment est-ce que moi je me perçois versus comment les autres me perçoivent. Ensuite, dans cet article, je fais cet état des lieux pour finir sur un peu mes objectifs de ces 10 prochaines années, mon plan pour ces 10 prochaines années et pour faire ensuite une conclusion. Je vais vous donner la définition du self-leadership un petit peu plus tard. Mais je voulais juste partager avec vous le poème que j'ai mis à la page. C'est quelle page d'ailleurs ? C'est la page 2. Un superbe poème de Rudyard Kipling, qui est un poète anglais, me semble-t-il, qui était... je vous lis pas tout parce que c'est long, mais je vous lis les 2 dernières strophes. Et donc je les lis maintenant, c'est parti. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces 2 menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et, ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Voilà, j'avais mis ce magnifique poème où il y a plusieurs strophes qui viennent avant, mais je le trouvais très très fort et je trouve que ça résume assez bien la vie. C'est une question de cycle et ce poème a bien résumé cet aspect de cycle. Donc voilà, je voulais juste parler de ça, mais je propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc dans l'article et dans ce podcast, je vais pas faire une retranscription de l'article, ça serait un peu bête parce qu'il est déjà par écrit. Mais je vais me baser un peu sur l'article pour faire le fil rouge du podcast. Donc, le self-leadership, selon Bryant et Kazan, c'est avoir un sens développé de qui l'on est, avoir un sens développé de qui l'on est, de ce que l'on peut faire et où on va. À cela s'ajoute la capacité d'influencer la communication, les émotions et les comportements. Je trouve que cette définition est un peu floue, notamment parce qu'elle est traduite de l'anglais, mais j'ai trouvé une autre définition qui était sur Wikiberal, et Wikiberal nous dit « Le self-leadership est le processus de s'influencer soi-même
afin d'établir la libre direction de soi-même et de stimuler la motivation nécessaire pour l'effectuer. Donc si je reformule encore tout ça, en fait le leadership c'est la capacité qu'un individu a à créer un chemin dans sa vie pour atteindre ses objectifs et les fixer d'ailleurs. À partir de là, c'est avec plaisir que je vous partage un peu mon histoire de mon self-leadership. C'est important pour moi de faire cet aspect historique parce que je vous invite à faire pareil pour vous, c'est de comprendre à partir de quel âge et quand est-ce que vous avez vraiment commencé à avoir à faire preuve de self-leadership et de travailler sur cet aspect. Donc dans l'article et de manière générale, moi j'ai commencé donc dans l'article j'écris et je vous le dis maintenant que j'ai commencé à comprendre que la vie n'était pas servie sur un plateau à partir de mes 11-12 ans. Et c'était un peu bizarre de me faire cette réflexion dans le sens où quand j'étais petit, avant ces 11-12 ans, j'avais déjà eu du succès, j'avais déjà eu des objectifs, notamment avec le sport, que ce soit dans le club de foot dans lequel j'étais ou à l'école. Mais j'avais jamais vraiment conscientisé le fait qu'il y a un objectif et il faut travailler pour l'atteindre. Par contre, ce qui a changé à mes 11-12 ans, c'est que en fait, pour la première fois à l'école, j'étais dans une grosse difficulté. C'est là où on était orienté dans différentes voies qui allaient être déterminantes pour l'avenir. Et en fait, moi j'étais dans la voie du milieu, donc pas la meilleure. Et ça m'a mis un gros coup à l'ego. Et c'est très intéressant que je parle d'ego, parce que je ne l'écris pas dans l'article, mais je me fais la réflexion maintenant, c'est que en fait, mon self-leadership a vraiment commencé quand quand mon ego a été touché. Quoi qu'il en soit, pour la première fois, j'ai dû travailler dur, me fixer un objectif moyen-long terme, c'est-à-dire sur 6 mois, sur un semestre scolaire, pour atteindre cette voie supérieure que j'ai pu finalement atteindre. Je reviendrai peut-être plus tard sur l'ego parce que c'est une piste intéressante du coup qui me vient maintenant. Quoi qu'il en soit, plus tard, une fois que j'ai réussi cet objectif scolaire, donc ça c'était dans mon adolescence. Dans mon adolescence, il s'est rien passé. Franchement, je dirais que c'était une période un peu de flottement. Donc j'excellais pas, mais j'étais pas mauvais et je faisais plus de sport. Donc vraiment une période de flottement assez mou, rien de spécial qui ressort sur l'aspect self-leadership. Par contre, quand je suis arrivé du coup au gymnase, donc pour les Suisses qui nous écoutent et pour les Français qui nous écoutent, c'est comment on appelle ça, le bac. Quand je suis arrivé dans la période de bac, en fait dans ma dernière année, j'ai commencé à m'intéresser à la lecture et au développement personnel. Et en fait, sans trop savoir, j'avais commencé un peu à découvrir ce que c'était le self-leadership, à savoir vouloir une vie particulière, travailler pour l'atteindre et éventuellement l'atteindre. Par contre, j'étais toujours un peu engourdi dans ma manière de réfléchir et dans ma manière à aborder mes objectifs, à les fixer et les aborder. Donc j'avais compris un petit peu le début du self-leadership sans trop le conscientiser. Et en fait, après mon bac, donc j'ai eu mon bac et je suis parti donc à l'autre bout de la Suisse pour commencer mes études en HEC, et c'est là où j'ai réalisé qu'en fait j'étais pas satisfait de cette vie. Donc je suis parti de cette ville qui était Saint-Gall, donc je suis parti de HEC et j'ai recommencé à l'année d'après, j'ai recommencé l'année d'après une autre faculté à Lausanne, et là c'était pareil, je n'étais pas heureux, voire triste. Et donc en fait c'est vraiment un peu là que j'ai compris qu'il fallait comprendre ce qu'on fait dans la vie pour pouvoir avancer. En fait j'ai réalisé à ce moment-là que toute ma vie j'avais fait les choses sans comprendre pourquoi. Et là on va toucher un sujet très très important, c'est comprendre pourquoi on fait les choses. Mais c'est pas comprendre, c'est pas le petit pourquoi, c'est le grand pourquoi. En fait la base du self-leadership, c'est justement d'avoir un pourquoi qui est puissant, notamment sur tous les aspects, sur l'aspect court terme, long terme et moyen terme. Sur le court terme, je dois comprendre pourquoi je me lève, donc je dois comprendre pourquoi je me lève aujourd'hui, mais je dois me comprendre pourquoi je vais me lever toute la semaine. Et je dois aussi comprendre pourquoi je vais me lever sur une année.
et quel est le but en final derrière toutes ces différentes échelles de temps. Donc j'ai fait ces 2 rentrées. Et quand j'ai quitté à nouveau la faculté de Lausanne, et quand j'ai quitté la faculté de Lausanne, j'étais complètement perdu, mais c'est un peu là que tout a commencé à prendre sens. J'avais compris par exemple que ma voix, elle serait pas facile à trouver, et j'ai compris qu'en fait il fallait que j'assume cette réalité et que je travaille en conséquence. Et ça, c'était vraiment très très important dans ma carrière de self-leadership, mais dans mon historique du self-leadership, parce que c'est là où en fait j'ai compris que ça allait être du travail, des objectifs à fixer et un hustle, comme disent les Américains ou les anglophones, pour atteindre mes objectifs. J'ai un petit peu l'article sous les yeux, là je le feuillete un peu pour savoir quelles sont les autres choses importantes que j'aurais à dire à ce niveau sur l'historique un peu de mon self-leadership. Ah, ça c'est intéressant, c'est que après cette rentrée du coup, après avoir quitté l'université de Lausanne, j'ai commencé donc un stage à la banque UBS, et c'est là où j'ai écrit dans l'article, c'est là que j'ai commencé à prendre le taureau par les cornes et maîtriser ma vie. J'ai voulu refuser de subir, j'ai voulu refuser ce que l'on me dicte. J'ai voulu refuser que l'on me dicte ce que je peux ou ne pas faire. J'ai voulu refuser la médiocrité, les excuses, le déshonneur. Très très fort. Et ça, j'aime beaucoup cette phrase. J'ai mis « Je ne cherchais pas la rébellion contre le système, bien au contraire. J'avais finalement accepté et compris les règles du jeu et j'étais déterminé à mettre mes pions en place. » J'adore cette dernière partie parce que je pense que ça c'est un point très très important du self-leadership, c'est de comprendre que la vie c'est un jeu, qu'il y a des règles qui sont injustes ou justes, et que on peut choisir d'y jouer, et ça veut dire faire preuve de self-leadership, ça veut dire mettre des objectifs et les chercher, ou alors on peut refuser de jouer, dire que les règles sont injustes, dire que c'est la faute à XY de pourquoi les règles sont injustes, de pourquoi on n'est pas capable de faire les choses, même donner des excuses, et on en parlera plus tard, et finalement ne rien faire. Donc je trouve ça hyper intéressant. Dans l'article, j'aime bien là parce que du coup je l'ai sous les yeux, et j'ai après ce paragraphe là sur les pions que j'ai mis en place, j'ai mis une petite citation de Tony Montana dans Scarface qui dit la vie de rêve. On te dit quoi il faut penser, quoi il faut créer, quoi il faut faire. J'espère que vous avez la ref, mais une scène grandement classique du cinéma américain. Voilà, j'aimais bien la petite citation qui vient appuyer. C'est une transition du coup parfaite. C'est là que je vois que cet article est bien réalisé, sans vouloir me vanter. Parce qu'après tout ce passage, je fais une sorte de bilan de aujourd'hui. Et donc pour le contexte, dans mes études, donc dans mes études de mon bachelor en économie, en fait, on doit faire tous les 6 mois, on doit faire ce qui s'appelle un contrat d'apprentissage. Et le contrat d'apprentissage, il est là pour définir nos objectifs justement et comment on va les atteindre. Donc c'est vraiment aussi vraiment un aspect de self-leadership qu'on fait là. Et puis dans mon premier contrat d'apprentissage, donc celui de septembre 2022, j'ai écrit quelque chose dont je suis assez fier. J'écris parce qu'il y a des questions un peu sur notre passé dans ce contrat d'apprentissage qui sont définies par le programme et qui sont censés nous aider à écrire ce contrat. Et moi, j'ai répondu à une des questions. Et je lis pas le début, mais en fait, je vais couper directement au milieu de la phrase parce que c'est ça qui est important. J'ai écrit: c'est ainsi que j'ai entamé une démarche de recherche de l'excellence et du Bulldog Mindset qui s'oppose au Victim Mindset. Et donc, dans l'article que j'ai toujours sous les yeux, je décris ce que c'est que le Bulldog Mindset, et ça c'est quelque chose de capital en fait pour mon self-leadership, et je pense pour le self-leadership de beaucoup de personnes. Le Bulldog Mindset en fait, il est composé de 3 éléments clés. Il y a la mentalité de no excuses,
il y a la mentalité d'abondance et le passage à l'action. Donc ça, c'est les 3 clés du Bulldog Mindset. Le zéro excuse, en fait, c'est le fait de ne jamais avoir une excuse, qu'elle soit rationnelle ou irrationnelle, pour ne pas faire les choses. Il y a les excuses rationnelles qui sont les plus dures à dompter, et il y a les excuses irrationnelles. Dans les excuses irrationnelles, on a par exemple le je n'ose pas ou j'ose pas faire ça. Typiquement, j'ose pas sauter en parachute. C'est une excuse irrationnelle parce qu'en fait, n'importe quelle prise de risque, ça nécessite de toute façon une sortie de sa zone de confort et de devoir oser. Donc, c'est quelque chose qui est émotionnel. Par contre, donc comme je disais tout à l'heure, le plus dur à éliminer, c'est les excuses rationnelles. Et les excuses rationnelles, c'est les excuses qui sont parfaitement valides d'un point de vue objectif. Par exemple, j'ai pas le temps, c'est une excuse parfaitement rationnelle. Objectivement, on ne peut ne pas avoir le temps. Et on appelle ça aussi les raisons échappatoires. Parce que c'est une raison, c'est une bonne raison, et ça nous permet de nous échapper de la réalité de cet objectif qu'on s'est fixé. Et donc, c'est très dur à éliminer une excuse rationnelle parce qu'en fait, elle est rationnelle. Donc en fait, la mentalité de nos excuses, c'est de dire, qu'elle soit rationnelle ou irrationnelle, mon excuse n'a pas de place. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire si je dis j'ai pas le temps de faire ça ? En fait, c'est faux. Si tu as toujours le temps, c'est juste une question de priorité. Est-ce que tu veux mettre la priorité sur ton sommeil ou sur ton objectif ? Et là, je suis pas en train de dire que c'est plus important de sacrifier son sommeil. Je dis juste que dans la mentalité de nos excuses, tu sais que il y a toujours un moyen de faire les choses et que c'est juste à toi de choisir tes priorités. Ta priorité, ça peut être de dormir. Mais du coup, il ne faut pas dire que tu as un autre objectif. Enfin, je veux dire, il ne faut pas dire que ton objectif le plus important, c'est de faire du sport si derrière, t'as pas le temps parce que tu dois dormir. Donc ça, c'est le premier élément clé du Bulldog Mindset. Deuxième élément clé, c'est la mentalité d'abondance. L'abondance, en fait, la mentalité d'abondance, c'est de voir le monde sur la perspective de l'abondance. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que ça a été démontré beaucoup de fois et à travers différentes études que la vie se résume à comment est-ce qu'on la voit. Si j'ai envie, et un exemple très concret, c'est le biais de confirmation. Donc le biais de confirmation, il dit que si tu as un avis politique qui est plutôt à gauche et que tu lis un article, tu vas essayer de trouver, tu vas tout lire en te basant sur la perspective de la gauche. Et ça veut pas dire que c'est bien ou mauvais, on va pas rentrer dans ce débat, mais ça veut dire que toi, en tant que personne qui est de gauche, tu vas voir toutes les choses qui sont en la faveur de ce que tu penses déjà. Et donc ça veut dire que le point de vue mental, émotionnel et rationnel que tu as sur les choses, il va influencer comment tu vois la vie. Et c'est ça dont on traite la mentalité d'abondance. Ça veut dire que tu dois voir la vie de manière abondante. Par exemple, là, du coup, je suis derrière mon bureau. Si je vois la vie avec la mentalité d'abondance, je vois que j'ai un bureau, je vois que j'ai un toit, je vois que j'ai le ventre plein, je vois que j'ai un ordinateur connecté au plus grand réseau de communication jamais créé, je vois que j'ai un grand verre d'eau qui est bien frais, et j'ai un robinet qui coule à flot, enfin d'eau, je veux dire, donc ressources illimitées ou presque. Et donc ça, c'est la mentalité d'abondance. À l'inverse, on peut avoir la mentalité de rareté. Et la mentalité de rareté, c'est me dire, voilà, je suis dans la même pièce, mais j'ai chaud, je suis loin de ma famille, il me manque X montant d'argent dans mon compte en banque, j'ai pas de copine, etc., etc. Tout ça, c'est la mentalité de rareté. Et en fait, la mentalité d'abondance, elle est très importante parce que c'est ça qui fait que on va de 1 se sentir riche, donc penser comme quelqu'un de riche, et ça veut dire qu'on va être beaucoup plus épanoui et qu'on va prendre des meilleures décisions. Parce que si on agit dans la rareté, on va agir comme quelqu'un qui a quelque chose à perdre. Et ça, c'est très très néfaste.
Donc ça, c'était la deuxième clé. Et la troisième clé, c'est le passage à l'action. Et le passage à l'action, ça c'est c'est une phrase de Mathias, donc qui a sa marque, la Bilost. C'est de lui que je l'aime, mais je pense pas qu'elle vient de lui. Il dit, dire c'est faire rire et faire c'est faire taire. Et j'ai beaucoup aimé parce que fut un temps, j'étais très théorique. Moi, j'aime toujours la théorie. Je pourrais passer des heures à regarder des films, à lire des livres, à conceptualiser toutes les choses, même la mécanique d'un moteur de voiture et tout, c'est très 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 intéressant. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'action. Et en 1666, il y a Newton qui émet la loi des mouvements, dont la numéro 1. Et cette loi numéro 1, elle dit qu'un objet non soumis à une force, elle garde son état de mouvement rectiligne et uniforme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour avoir un impact sur ce qui nous entoure, il faut bouger. Et ça, c'est très 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 fort. Dédicace à Newton s'il nous écoute. Trop fort. Enfin bref. Donc ça, c'était vraiment les 3 clés du Bulldog Mindset. Un grand pilier du self-leadership selon moi. Après, ça c'est mes piliers. Il me semble qu'ils sont assez complets. Mais si vous avez vos propres piliers qui vous semblent importants, je vous invite à les écrire et tout simplement les garder en tête pour vous et les laisser dicter vos vies. Donc ça, c'était la partie introduction de mon article. Et là, on rentre dans la deuxième partie qui est l'état des lieux, où je fais un petit peu une sorte de bilan, d'état des lieux littéralement. Je fais d'abord ma perception de moi-même, comment est-ce que moi je me vois, et versus comment les autres me voient. Je suis en train de réfléchir. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Comment les autres me voient versus comment je me vois moi. Et bien en fait, tout simplement, j'ai fait un sondage sur Google Forms. Et par ce sondage, j'ai comparé comment les autres me voient. Donc ils l'ont rempli et moi je l'ai rempli avant de voir les réponses. Et j'ai comparé en fait les deux résultats et j'ai pu tirer différentes conclusions. Je pense pas qu'elles soient très intéressantes à partager. Juste ce que je partagerai maintenant ici, c'est que j'ai pu tirer quand même plus ou moins des défauts et des qualités qui sont ressortis de ma propre perception de moi-même, mais aussi celle des autres. Je dirais que mes défauts, ce serait... Alors plutôt mes qualités, je vais commencer par mes qualités. Je pense que mes qualités, c'est... Donc ça, c'est pas que moi qui dis, mais c'est aussi du coup les autres. Ça serait ma capacité analytique. Ce serait ma rationalité et l'intelligence. Ça me fait sourire de dire l'intelligence parce que c'est un peu, comment dire, c'est un peu prétentieux, mais ça je le tire du coup du sondage, donc je me permets de le dire. Mais dans les défauts, du coup, on a pas mal de choses qui sont ressorties, notamment, donc moi je pense qu'un de mes défauts c'est la rancœur, mais la rancœur c'est une conclusion que moi j'ai faite récemment et donc les gens peuvent pas vraiment savoir, avoir la connaissance de ce défaut. Et dans ce qui a été dit par les autres, c'est l'internalisation. Donc j'imagine que ça veut dire que j'internalise pas mal de choses, donc je les exprime pas trop et ça a dû être ressenti par certaines personnes. Un autre défaut qui est ressorti, c'est un grand besoin d'indépendance, que je suis trop centré sur moi-même et que je suis émotionnellement peu accessible. Voilà, ça c'est mes défauts. Et moi j'en conclus de cette liste de défauts que ma priorité c'est de travailler sur la rancœur. Et pour ça je citerai Joule dans le freestyle extraterrestre. Ça je l'ai cité dans l'article, c'est très très fort. Joule il dit dans le freestyle extraterrestre, il dit: j'ai le cœur blanc, je laisse les autres couleurs pour mon compte, t'iras pas loin si dans le cœur c'est noir. Ça me fait sourire, mais au fond c'est fort parce que en gros, ce que dit Joule, c'est que c'est nécessaire de se débarrasser des éléments qui nous empêchent d'avoir le cœur léger, donc le cœur blanc qu'il mentionne. Et pour aller loin, en fait, il faut avoir le cœur blanc. Et aller loin, c'est
à avoir un compte noirci d'écriture bancaire. Enfin, pas forcément pour tout le monde, mais dans le cas de Jules et de moi, du coup. Voilà un petit peu pour mes qualités et mes défauts. Et par rapport aux qualités, j'ai oublié de mentionner, il y a d'autres qualités qui ont été mises en avant, c'est la ténacité, la rigueur et la détermination. Et je suis assez content que ce soit ressorti parce que c'est vraiment des qualités qui font partie de mon identité et je souhaite vraiment pas m'en séparer parce que vraiment, je pense que c'est vraiment des qualités qui m'ont servi jusqu'à aujourd'hui et qui, je l'espère, continueront de me servir. Donc c'était cool de voir qu'en fait les gens ont identifié ça et que c'est une énergie que je dégage. Voilà. Ça c'est la partie du coup un petit peu numéro 2. Je dirais que dans mon self-leadership, ce qui fonctionne bien, c'est que je suis assez conscient de qui je suis. Donc j'ai une bonne self-awareness, comme on dit en anglais. Notamment par le fait que je prends du temps pour faire beaucoup d'introspection et ça c'est très important, je pense. Un autre point fort que j'ai dans mon self-leadership, c'est que je lis beaucoup de livres, mais je lis de tout et n'importe quoi, donc ma curiosité m'aide beaucoup. Et c'est là où on en vient au passage à l'action, c'est que la curiosité sans le passage à l'action, en fait c'est rien du tout. Parce que tu peux être curieux et lire plein de livres, mais si tu vas jamais tester ces choses sur le terrain, tu vas jamais vraiment comprendre ce qu'elles veulent dire. Et du coup ça c'est vraiment un point très important du self-leadership, c'est du coup le passage à l'action, tester des choses et c'est comme ça que tu vas apprendre à te connaître finalement. Je lis un petit peu l'article pour savoir, pour continuer un peu dans le fil rouge. Il y a un point très 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 intéressant que je trouve, c'est la délusion. La délusion, donc c'est un élément théorique que j'ai apporté dans l'article et je le tire de Russ, qui est un rappeur américain. Bon, c'est pas que lui qui en parle, mais c'est comme j'ai lu son livre, parce qu'il a écrit un livre, il parle de la délusion. Et il dit tout est irréaliste jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Suivez votre rêve malgré sa contradiction avec la réalité connue et les attentes et suggestions rationnelles des autres personnes. Donc il parle de suggestion rationnelle qui fait référence notamment à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la rationalité et les raisons échappatoires. Donc très très fort. Et donc je continue la citation, il dit « Vous devez croire en ce que vous faites avant que les autres ne le fassent. » Très très fort, j'aime beaucoup. Et il dit « Il faut être plein de délusions pour commencer. » Mais après, je crois que c'est plutôt la désillusion. Je pense que j'ai mal traduit. Bien que délusion existe pour de vrai, je vais checker sur Google à l'instant. Délusion, erreur de perception dans laquelle un objet réel induit la connaissance. Ok, donc délusion, c'est un vrai mot. Il faut être plein de délusions pour commencer et encore plus pour continuer. Ça, c'est très 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 fort. C'est que ça, c'est bien connu. Avant de commencer quelque chose, on est pris pour un fou. Et pour continuer à faire alors qu'on nous prend pour un fou, il faut avoir beaucoup de désillusions ou de délusions du coup. Mais je crois que c'est plutôt la délusion que je cherche. La désillusion, je crois que c'est un petit peu autre chose. Bref, j'ai beaucoup aimé parce que dans la suite de la citation, Russ dit « Quand j'avais 14 ans, je n'aurais jamais demandé conseil au moi de 26 ans car je me croyais déjà mieux que lui. » Très 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 fort, ça j'aime beaucoup. Ça c'était un peu tiré d'une vidéo un peu millionnaire mentor là, sur Instagram. Donc je sais pas ce que ça vaut, mais ah non, c'était pas ça, c'était un autre, c'était un Alex Horzi, je crois, il s'appelle. Bref, c'est un Américain qui fait des vidéos de business. Et lui, il parlait des traits que beaucoup de milliardaires, je crois, ont. Et un des traits, c'est qu'ils se croient tous meilleurs que les autres. Et donc, ça veut pas dire que si tu crois que t'es meilleur que les autres, tu vas forcément finir milliardaire. C'est pas comme ça que les statistiques fonctionnent. Mais je trouvais ça intéressant parce que, du coup, quand Russ, il dit que lui, à 14 ans, il n'aurait pas demandé conseil au lui de 26 ans, ça veut dire que même à lui-même, de 12 ans plus tard, il n'aurait pas demandé conseil. Ça veut dire qu'il y a une confiance en soi et une délusion qui est forte. Et je pense aussi que ça, c'est une clé du succès, une clé du self-leadership. C'est de faire confiance, pas forcément en ses capacités, mais pas forcément en ses ressources, mais en ses capacités
à trouver les ressources sur le moment. Et pour faire, du coup, faire la parfaite transition vers ce que j'ai écrit dans l'article, j'écris que je pense pas connaître Tokyo par cœur, mais j'ai aucun doute que je peux me perdre dans Tokyo et avoir une confiance aveugle en ma capacité à retrouver mon chemin. Ça, j'aime beaucoup. Et c'est exactement ce que je viens de dire. Un élément clé un peu de cet article, j'ai un peu la flemme, j'ai pas la flemme, mais je trouve ça moyennement pertinent de vous le partager dans ce podcast. Mais en gros, un gros point qui est sorti de cet article, c'est la notion de zone de confort. Et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une zone de confort ? En gros, ce que je dis, c'est que, parce qu'un des problèmes que j'avais, c'est que je ne trouvais pas ma zone de confort. Pour moi, j'ai pas vraiment de zone de confort. Moi, je vois juste les choses comme des objectifs que je vais chercher. Et comme pour mon bachelor, je dois, des choses sur lesquelles je suis jugé, c'est la manière dont je sors de ma zone de confort. Moi, j'étais un peu embêté. Et ma conclusion dans l'article, c'est que ma zone de confort, elle existe, mais que j'ai pas le même rapport à ma zone de confort que les autres ont. Parce que moi, je la vois comme une amie que je suis content de retrouver, alors que les autres, ils le voient plutôt comme une limite qu'ils ont peur de franchir. Pour moi, en fait, la zone de confort, c'est pas vraiment une frontière tangible. Moi, je vis de la manière suivante, c'est-à-dire que j'essaie d'être confortable avec l'inconfortable. Et l'inconfort, ça se sépare pas du confort, parce que moi, comme je l'ai dit à beaucoup de gens en réfléchissant à cet article, moi, le matin quand je me lève, c'est déjà inconfortable. Pour moi, je suis déjà en dehors de ma zone de confort. Pour moi, vivre, c'est déjà, et c'est peut-être un peu bizarre, mais pour moi, d'être dans ce moment-là maintenant, c'est déjà un inconfort. Et du coup, la phrase clé, c'est être confortable avec l'inconfortable. C'est ça. La phrase clé, c'est il faut être confortable avec l'inconfortable. Et cette mentalité, j'ai pu la développer donc avec pas mal de lectures de gens qui m'ont beaucoup inspiré, comme David Goggins, qui a écrit un livre très très fort, je vous le recommande. Il s'appelle Can't Hurt Me. Et un des exemples que je donne dans l'article, c'est que je me douche à l'eau froide depuis maintenant 2 ans et demi. Et je me douche du coup, oui, toujours au maximum, mais oui, toujours en hiver, même en hiver. Et c'est bête, mais le fait de se doucher avec de l'eau froide, c'est être confortable avec l'inconfortable. Et c'est pousser encore cet inconfort plus loin. Et je pense que c'est ça qui fait que j'ai une autre relation du coup à ma zone de confort. Et je vais pas chercher à essayer d'identifier une zone de confort pour... je veux dire, si j'arrive pas à définir une zone de confort claire, j'arrive pas. Et c'est pas grave. Dans le sens que je vais pas changer mon mode d'opération juste pour mon bachelor, parce qu'au final, pour moi, j'ai répondu à la question de la zone de confort, c'est-à-dire être confortable avec l'inconfortable. Est-ce que j'avais autre chose à dire ? Ouais, en fait, pour moi, je vois pas de zone de confort, tout simplement parce que si, je sais pas moi, demain, je dois parler devant un stade de 100 000 personnes, forcément que c'est un petit peu un challenge, dans le sens où il faut soigner la présentation, il faut soigner l'élocution. Typiquement, ce podcast. Voilà, prenons plutôt ce podcast. Est-ce que c'est facile de parler plusieurs dizaines de minutes sans bégayer, sans dire n'importe quoi, etc. Non. Est-ce que c'est quelque chose que je fais les yeux fermés sans devoir me concentrer ? Non. Mais est-ce que ça veut dire que je traverse ma zone de confort ? Pour moi, non, parce que il n'y a pas de, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de zone de confort, il n'y a pas d'excuses possibles, c'est juste une priorité de tes objectifs. Et mon objectif, c'est créer un podcast. Et donc, à partir de là, c'est est-ce que j'accepte les conséquences de cette création ? Et oui, je les accepte. Donc, je les fais. Mais je les vois pas comme une sorte de frontière que je dois passer. Enfin, j'en sais rien, je vais jamais mourir de cette expérience. Et c'est ça qui me paraît super bizarre et abstrait dans la notion de zone de confort. Donc, c'est ça que j'ai essayé de développer dans notamment cet article.
Là, je cite David Goggins dans son livre, très très fort cette phrase, j'aime beaucoup. Il dit: j'ai cru que j'avais résolu un problème alors que j'étais en fait en train d'en créer de nouveaux en prenant le chemin de la plus faible résistance. Voilà, petite citation que je laisse ici. Et une autre citation de lui, toujours du livre, les deux sont de son livre. Il dit: c'est beaucoup plus que de la volonté. Cela prend de l'autodiscipline sans relâche pour planifier de la souffrance journalière. Et il parle de souffrance journalière, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est être confortable avec l'inconfortable. Ça, c'est pas très intéressant. Je suis en train de regarder un peu l'article. C'est intéressant, dans l'article, je fais une liste des choses dont je suis le moins fier pour ces dernières années. Et je dirais que les choses dont je suis le moins fier, c'est mon exigence parfois trop grande envers les autres, qui montre donc de la fermeture d'esprit et de l'impatience. J'ai eu pas mal aussi, et j'ai trop de rancœur, j'en parlais tout à l'heure. Donc de la rancœur qui m'empêche d'être en paix avec certaines personnes et certaines choses, et qui m'empêche donc par conséquence de grandir. Et mon manque de passage à l'action dans certains cas, mais ça c'est vraiment quelque chose que je pense que j'ai réglé au cours des dernières années. Là on passe dans la troisième partie en fait de ce podcast. Et d'ailleurs je kiffe, c'est vraiment trop cool de parler comme ça. Ça fait maintenant 36 minutes que je fais ce podcast. Et voilà, je prends beaucoup de plaisir, donc je voulais juste le dire, c'est grave cool. Donc avec en fait toutes ces petites réflexions que j'ai partagées jusqu'à maintenant, j'ai créé 3 lignes du temps. Et donc j'ai créé le court terme, donc ça c'est 1 à 3 ans, le moyen terme de 3 à 5 ans et le long terme de 5 à 10 ans. Pour ces objectifs, j'ai créé ce qui s'appelle je me suis basé sur un outil que j'ai lu dans un livre de Fred Pellard, et c'est l'outil de la pyramide. Et la pyramide, elle se base donc, il y a une phrase A, une phrase B et une phrase C. Et donc on se base sur ces 3 phrases et on dit si la phrase A est juste, est vraie plutôt, si la phrase A est vraie et que la phrase B est vraie et que la phrase C est vraie, alors, et au-dessus il y a la phrase D, alors la phrase D est vraie. Et un exemple, c'est, donc ça c'est l'exemple du livre. L'objectif donc c'est la phrase d'en haut, donc la phrase D. Et l'objectif, ça peut être le mariage est un succès. Et donc on construit en mettant la phrase en premier tout en haut, donc la phrase D, donc notre mariage est un succès. Et pour que ce soit un succès, on divise cette phrase D en 3 sous-objectifs. Premier objectif, c'est les deux partenaires romantiques sont présents et heureux. La phrase B, c'est tous les invités sont présents et heureux. Et la phrase C, c'est la logistique et la météo sont parfaits. Et donc, si les deux partenaires romantiques sont là et heureux, et que tous les invités sont là et heureux, et que la logistique et que la météo sont parfaits, alors le mariage est un succès. Et en fait, donc ça me paraît un peu abstrait à décrire, c'est difficile à décrire comme ça oralement, mais en gros je me suis basé là-dessus pour créer ma propre pyramide de vie, et je la mettrai en description si j'oublie pas, pour que vous puissiez donc la checker, parce que c'est un outil très intéressant. En fait ça permet de diviser chaque objectif en 3 points qui en théorie rassemblent toutes les choses à faire, et chaque point en fait est redivisible en 3 sous-étapes supplémentaires. Et au final, on se retrouve avec des étapes très très claires de comment atteindre un but très ambitieux. Dans la pyramide de vie, je mets directement ou indirectement plusieurs objectifs. Je mets par exemple un confort matériel, un confort psychologique. Je mets le développement de mon potentiel physique par le biais des sports, notamment la boxe. Je mets un objectif d'une meilleure spiritualité. Je mets un objectif de soigner du coup ma rancœur. Plein de choses. Et très très intéressant en fait de mettre ça dans cette pyramide qui est très complexe,
complexe et très concrète et détaillée en fait pour avoir une sorte de plan d'action. Point hyper cool que j'ai kiffé écrire dans l'article et que je vous partage maintenant parce que je pense que c'est vraiment un point clé en fait. Dans le livre Think and Grow Rich de Napoleon Hill, il décrit, donc le livre en français, je vous l'invite à le lire, c'est Réfléchissez et devenez riche. Napoleon Hill, donc l'auteur, il donne, je crois que c'est il donne les 7 émotions négatives. Et donc c'est les émotions qu'il ne faut jamais avoir. Et on pourrait dire non mais c'est trop facile de dire il faut jamais les avoir et tout. Alors pour moi si on part avec cette mentalité c'est déjà perdu d'avance. Mais en gros les 7 émotions négatives à éviter plutôt, c'est la peur, la jalousie, la haine, la vengeance, l'avidité, la superstition et la colère. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que la rancœur en fait c'est un sentiment qui naît de plusieurs de ces émotions précitées. Et voilà, je trouvais ça super cool, donc c'est vraiment quelque chose que je vais surveiller. Voilà, donc si maintenant je partage un petit peu mes objectifs sur le court, moyen et long terme. Donc déjà sur le court terme, j'aimerais fixer mon sommeil parce que j'ai des problèmes de sommeil, je dors pas très bien, je dors pas assez. Et quand je dors assez, c'est pas du sommeil de qualité. Ça impacte ma productivité, mon humeur, donc c'est pas ouf. Autre objectif de court terme, c'est préparer la suite de mon bachelor. Donc savoir qu'est-ce que je vais faire après mon bachelor. Sur le moyen terme, j'aimerais vivre d'un de mes projets, donc un projet commercial. Donc ça c'est sur 3 à 5 ans. Donc j'aimerais en vivre partiellement ou complètement. Mais complètement ça serait vraiment le feu. J'aimerais aussi savoir jouer Fantaisie impromptue de Chopin. Puisque je fais du piano et voilà, c'est un morceau qui est incre. Donc voilà. Ça c'est très intéressant sur l'aspect financier. Donc en moyen terme, j'aimerais créer au moins 2 nouvelles sources de revenus. Donc je kiffe cet objectif là. Et sur le long terme, donc 5 à 10 ans, j'aimerais avoir ma ceinture violette de Jiu-Jitsu. Et puis j'aimerais préparer la décennie suivante. Et il y a d'autres objectifs évidemment, comme par exemple le fait que j'aimerais une moto. Donc passer mon permis moto. Ça je l'ai pas mis dans l'article, mais je le dis du coup ici. Et voilà, ça figure de toute façon dans la pyramide de manière détaillée. C'est pour ça que cette pyramide est hyper intéressante et voilà, je vous invite à nouveau à la checker. Vite fait, si je parle un peu de la conclusion de l'article, je parle des choses dont j'ai apprises grâce à l'article. J'ai appris notamment que naviguer dans les entrailles psychologiques de soi-même, c'est dur. C'est passionnant, mais c'est dur. Et puis, c'est facile de s'y perdre et de plus trop réussir à faire le tri. Et c'est pour ça que ça nécessite beaucoup d'efforts et d'introspection pour vraiment pouvoir faire ce tri de manière efficace. Un point que je mets dans la conclusion, c'est que ça c'est Jordan Peterson, donc c'est ce Canadien qui dit que il faut prendre soin de soi comme on prendrait soin de son petit frère ou sa petite sœur ou de son chien. Parce qu'en fait les gens ils sont très forts pour prendre soin des autres, mais jamais pour prendre soin de soi. On est toujours à manger du McDo, à pas faire le stretching, à pas boire assez d'eau, etc. Par contre, quand il faut donner les médicaments à son chien, alors c'est sans faute. Et c'est quand même très bizarre qu'on est plus apte à donner aux autres qu'à donner à soi-même. Et ça, je trouve que c'est un point très important pour le self-leadership. C'est comprendre que on navigue sur un bateau et que ce bateau, c'est soi-même. Et en prenant soin de ce bateau, c'est comme ça qu'on ira plus vite, plus loin et qu'on pourra donner plus de valeur au monde. Dans la conclusion aussi, j'explique que je veux faire attention au burn-out parce que se fixer des objectifs c'est bien, mais faut faire attention de pas se brûler les ailes en essayant d'atteindre le soleil. Wow, c'est poétique, c'est incroyable. Et voilà, en fait, le principe, je pense, du self-leadership, c'est, comme je l'ai dit au début, c'est la notion de se fixer un objectif, de tout faire pour y arriver et de se comprendre assez pour trouver le chemin le plus optimisé avec son propre bateau pour
arriver donc au cap, pour reprendre la métaphore donc du bateau. Et du coup, pour terminer en fait ce podcast, je vois qu'on arrive à 45 minutes de podcast. Je cite mon propre article réflexif et une citation qui vient de comment il s'appelle, Charles Munger, qui est un homme d'affaires et avocat américain. Et Charles Munger, il nous dit: pour obtenir ce que vous voulez, vous devez mériter ce que vous voulez. Le monde n'est pas encore assez fou pour récompenser toute une série de gens qui ne le méritent pas. Et ça, je kiffe parce que on pourrait dire ouais, mais non, il y a plein de gens qui ont du succès et qui ne le méritent pas. Bah oui, c'est vrai. Mais la plupart des gens qui ont beaucoup de choses, ils l'ont mérité. Et ça, il faut pas l'oublier. Ça veut dire que dès que vous avez envie de quelque chose et que vous l'avez pas, vous devez vous dire: je l'aurai quand je le mérite. Et c'est ça au final qui est un peu le moteur, je pense, en tout cas de mon self-leadership, c'est de mériter les choses. Et voilà. Donc voilà pour le self-leadership. J'espère que ça vous a plu un peu d'écouter sur ce sujet, de faire un petit peu une visite dans mon propre self-leadership. Et j'espère que ça vous aidera à construire votre propre self-leadership. Quoi qu'il en soit, moi je vous retrouve pour un prochain podcast. Et je me réjouis déjà de réfléchir au prochain thème et de préparer le contenu. Voilà, merci pour votre écoute et je vous dis à une prochaine.